8h30 sur LCI, l'heure de l'invité politique. On reçoit ce matin sur ce plateau Aurore Bergé. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et face à vous, Frédéric Delpech du service politique d'LCI. On va commencer évidemment par ce projet de loi qui doit mettre en place le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Présentation au Conseil des ministres aujourd'hui, vote en séance cette semaine à l'Assemblée nationale avant le passage au Sénat, bien sûr, d'ici vendredi. A priori, agenda extrêmement serré pour un texte politiquement très sensible quand même. Oui, mais un agenda nécessairement resserré parce qu'on doit aller vite dans la mise en œuvre simplement des dispositions qui sont prévues par ce projet de loi, parce qu'on ne peut pas perdre de temps sur la vaccination. On a besoin que les Français se fassent vacciner. C'est d'ailleurs le clip que vous montriez. C'est évidemment notre passe vers la liberté, c'est la vaccination. Et face aux critiques qu'on entend, quels étaient les autres choix que nous avions? L'autre choix, c'était de faire peser la contrainte sur tous, c'est-à-dire ceux qui sont déjà vaccinés ou ceux qui sont prêts à le faire. Redire aux Français, on va à nouveau avoir des jauges, on va à nouveau avoir un couvre-feu, voire même un confinement. C'est-à-dire que la contrainte, elle pèse y compris sur celles et ceux qui ont eu cet esprit de responsabilité et qui ont été vaccinés. Et puis une contrainte qui aurait été économique aussi très très forte sur les acteurs qui auraient été privés évidemment d'un certain nombre de recettes. Donc je crois que c'est un vrai choix de responsabilité et oui, une nécessité d'agir vite. Alors aller vite, certes, il y a quand même le travail parlementaire des députés qui souhaitent amender le texte, le faire évoluer. Qu'est-ce qui pourrait bouger dans ce texte du gouvernement? C'est sur le calendrier, sur le champ d'application, sur les sanctions par exemple. Qu'est-ce que vous allez changer par rapport aux propositions du gouvernement? C'est le débat parlementaire qu'on va avoir et les 3 points que vous évoquez sont les points en effet sur lesquels on peut avoir un vrai débat parlementaire, savoir est-ce qu'il faut moduler la date d'entrée en vigueur du pass sanitaire ou de l'obligation vaccinale pour les personnes qui accueillent du public. Pour l'instant, c'est début août là, pour les restaurateurs, les cafés, je crois les que centres ça, commerciaux. c'est une nécessité pour des raisons assez évidentes. On est en période estivale. Évidemment, on souhaite tous pouvoir retrouver une vie normale, aller au restaurant, dans un bar. Vous savez, accueillir uniquement des personnes vaccinées, c'est d'abord une sécurité pour celles et ceux qui les accueillent, pour celles et ceux qui les reçoivent. Et puis pour nous, le fait d'y aller, on sait qu'on y sera en toute sécurité. Mais est-ce que l'échéance pourra être repoussée? Je ne crois pas qu'il faille le repousser. La question, elle se pose peut-être sur le personnel, pour le personnel qui accueille, parce qu'il peut y avoir une difficulté à pouvoir obtenir un créneau de vaccination. Pour le personnel soignant, c'est au 15 septembre. On peut avoir le débat parlementaire pour savoir si sur les autres personnels qui accueillent du public, ça pourrait être la même date d'entrée en vigueur. Mais ce qui est important, et on l'a bien vu après l'annonce du président de la République, de fait des millions de Français qui sont allés immédiatement sur les sites, notamment Doctolib. 4 millions depuis lundi dernier. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que cette pression de fait qui a été mise en disant vous avez toute liberté de ne pas vous faire vacciner, mais alors vous ne mettrez pas en péril l'économie, vous ne mettrez pas en danger la vie de celles et ceux que vous pourriez côtoyer. Et donc c'est légitime qu'il y ait des lieux où vous ne pouvez plus accéder, tout simplement parce qu'encore une fois, la liberté, elle n'est jamais absolue. Et la liberté, elle dépend aussi de celle des autres. Et je crois que ça, c'est un message qui a été très clairement compris. Sinon, on n'aurait pas eu 4 millions de Français qui auraient demandé immédiatement un créneau de vaccination. Alors il y a un message qui est un peu plus ambigu de la part du gouvernement, c'est celui des sanctions. On a entendu Bruno Le Maire ce week-end parler de sanctions dissuasives mais pas excessives, en renvoyant un peu aux parlementaires le choix de ces sanctions. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut vraiment des sanctions financières très lourdes, 45 000 € d'amende pour les chefs d'entreprise qui n'appliquent pas le pass sanitaire à l'entrée de leur établissement? Est-ce qu'il faut que le fonds d'éligibilité ne soit plus garanti à ceux qui ne respectent pas cette obligation du pass sanitaire? Qu'est-ce que vous proposez en termes de sanctions? Déjà, le ministre de l'Intérieur s'est aussi exprimé sur les sanctions, sur la manière avec laquelle elles doivent pouvoir être appliquées, avec un certain nombre de contrôles très renforcés qui existeront. Et ça, c'est encore une fois une nécessité. C'était aussi une demande des Français qui avaient pu considérer qu'il n'y avait peut-être pas assez de contrôles qui avaient été réalisés. Et je crois que c'est important. C'est-à-dire que si demain, nous sommes tous vaccinés, que nous allons dans un lieu, notamment un restaurant, un théâtre, un cinéma, un bar, et qu'il n'y a aucun contrôle, comment garantir alors qu'on est vraiment en toute sécurité et qu'on n'est qu'entre des personnes vaccinées? Donc il faut à la fois qu'il y ait une sanction qui pèse sur celui qui doit vérifier, évidemment, et c'est une vérification qui est très simple. C'est une application qu'on télécharge en quelques minutes à peine et qui permet d'avoir une lumière rouge ouverte. Les 45 000 €, est-ce que vous placez ça comme une sanction dissuasive ou excessive? Non, je pense qu'elle est dissuasive, parce qu'encore une fois, on parle de la vie des Français. Et si demain, dans votre établissement, dans votre restaurant, vous acceptez des gens qui ne sont pas vaccinés, alors que la loi dit que vous ne pouvez accepter que des personnes qui sont vaccinées, ça veut dire que potentiellement,
il y a des personnes qui seront mises en danger. Ça veut dire que votre propre personnel pourra être mis en danger. Et donc je crois que face à ça, il y a une nécessité absolue d'avoir des sanctions qui soient dissuasives. Est-ce que pour vous, il faut aller encore plus loin dans la vaccination? Là, dans le projet de loi, c'est la vaccination obligatoire des soignants. Éventuellement, vous allez dire au sein de la majorité, l'exécutif, maintenant c'est bon, il faut vacciner tout le monde, c'est la seule manière de nous protéger. Est-ce qu'on pourrait en arriver là? Le message qu'on dit, il est celui-ci. Il est évidemment, il faut que chacun se fasse vacciner. Après, on a fait un choix qui est encore une fois un choix à la fois de contrainte, c'est vrai, puisqu'il y a certains lieux auxquels vous ne pourrez plus accéder si vous n'êtes pas vacciné, mais qui est aussi un choix encore de liberté. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous avez la possibilité de le faire. Par contre, vous ne pourrez pas mettre en danger la vie des autres parce qu'il y a des endroits qui créent du brassage au sein desquels vous ne pourrez pas vous rendre. Donc il n'y a pas eu aujourd'hui le choix d'une vaccination obligatoire pour tous les Français. Le président de la République n'a pas fermé la porte. Vous vous souvenez dans la déclaration, l'allocution qui a été la sienne, mais ce n'est pas aujourd'hui dans le projet de loi. Et je crois que le fait qu'il y ait, encore une fois, 4 millions de Français qui aient réservé une dose pour pouvoir se faire vacciner, sans compter toutes les vaccinations qui ont aussi eu lieu en parallèle, qui sont des vaccinations sans rendez-vous. On le voit dans les bases de loisirs, par exemple, dans notre région, qui est organisée par l'État. Enfin, on a une multitude de lieux, dans un certain nombre de centres commerciaux d'ailleurs aussi, où on peut se faire vacciner sans rendez-vous. Alors, on a vu qu'une partie de la majorité allait voter ce texte sans difficulté, mais il y a quand même quelques députés, La République En Marche, qui n'y sont pas tout à fait favorables, et même certains qui y sont hostiles. La députée de la Loire, Valéria Muncian, qui, elle, dénonce une restriction d'accès aux services du quotidien, comme les transports et les hypermarchés, et qui parle donc d'une sorte de privation de liberté. Donc cet argument, qui est plutôt celui de la France Insoumise ou du Rassemblement National, il vient jusque dans votre majorité, chez certains députés. Est-ce que vous comprenez ces réticences ? C'est la première fois qu'on va voter ce type de texte. Donc que ça provoque du débat, c'est une nécessité démocratique qu'on ait ce débat-là. Et c'est normal aussi qu'il puisse exister au sein de la majorité. Par contre, la majorité, elle votera évidemment ce texte. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas d'autre choix. Sinon, la seule alternative, c'est de dire que la contrainte, elle reposera demain, à nouveau, sur tous les Français. Or, si on se fait vacciner, je pense notamment aux jeunes. On a beaucoup dit que c'était compliqué quand même d'avoir 20 ans dans cette période, qu'on avait pour beaucoup 1 année, 2 années de bac, de cours à distance, qu'on avait vécu un couvre-feu, un confinement, que ça avait provoqué des difficultés psychologiques, un délitement du lien social. Et vous allez dire à des jeunes de 20 ans qui ont fait le choix de se vacciner, donc d'abord pour protéger les autres, parce qu'ils sont moins directement, immédiatement concernés par le risque, eh bien, c'est pas grave. Même si vous êtes vacciné, eh bien, la contrainte, elle reposera aussi demain sur vous. Je crois que ça aurait été profondément injuste, socialement. On n'est pas quand même rentré dans quelque chose qui ressemble à une vaccination obligatoire déguisée, cette vaccination obligatoire que vous rejetiez il y a encore quelques semaines à l'Assemblée. On n'est pas passé à une autre étape, là, aujourd'hui ? On est passé à une autre étape qui est une nécessité au regard des variants qui font qu'on ne peut pas mettre en péril à nouveau le pays avec un risque de reconfinement. Parce qu'encore une fois, les alternatives, elles sont celles-ci. Vous n'avez pas 15 possibilités face au virus. Et donc la seule voie d'issue, et on le dit en vérité depuis 1 an, c'est le vaccin. Et on a aujourd'hui toute possibilité de se faire vacciner. C'est facile de prendre rendez-vous. Sinon, on n'aurait pas eu 4 millions de Français qui l'auraient fait en 72 heures. Alors, dans ce contexte, on le voit, la situation est assez tendue. Alors, il y a eu des manifestations ce week-end et il y a beaucoup de députés de la majorité qui ont été pris pour cible. Alors, ça va des intimidations à des menaces de mort. Est-ce que vous en avez été la cible ? Oui, on reçoit aujourd'hui des dizaines et des dizaines de mails tous les jours qui nous demandent non seulement de ne pas voter le texte, mais qui nous insultent, qui nous menacent. Il y a eu des menaces intolérables. Je pense à un de mes collègues dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zoulesi, qui à son propre domicile était menacé, et c'est son enfant qui a découvert une espèce de poupée à son effigie qui est une menace de mort. Ça veut dire que certains viennent même au domicile des parlementaires, ce qui malheureusement rappelle ce qu'on a vécu lors des mouvements des Gilets jaunes. Après, on avait, si on reprend même les chiffres des organisateurs, 114 000 personnes la journée du samedi, c'est-à-dire qu'on a eu 6 fois plus de personnes qui sont allées se faire vacciner que de personnes qui ont manifesté contre le vaccin. Mais c'est révélateur quand même de quelque chose. C'est révélateur d'un climat, du moins dans le pays. Mais c'est révélateur malheureusement aussi d'une habitude de violence qui est de plus en plus importante à l'égard du pouvoir politique, à l'égard du pouvoir démocratique. Ce qui est assez insupportable sont les images qu'on a vues dans ces manifestations. On était en plus en week-end de commémoration de la rafle du Veldiv. On a des rescapés qui ont témoigné, des déportés qui ont témoigné, qui, eux, ont porté l'étoile jaune et qui ont dit leur dégoût profond de voir dans ces manifestations des hommes et des femmes oser arborer l'étoile jaune. Parce que ces gens-là... Mais au-delà des excès le problème, c'est que ces excès, ils ont émaillé toutes les manifestations
toutes les manifestations. Cela étant dit, cette mobilisation a été plus forte qu'attendue. Ces chiffres que vous évoquez, c'était un peu, pas tout à fait ce qu'attendait le gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a quand même pour vous un risque de résurgence des gilets jaunes ou en tout cas d'une contestation sociale pour les prochains mois qui pourrait perturber la fin du quinquennat? Je crois que les Français ils aspirent surtout à retrouver leur vie normale. Ils aspirent surtout à pouvoir préparer la rentrée de leurs enfants, la rentrée universitaire des plus grands, retrouver un environnement de travail dans lequel ils ont des collègues. Ils ne sont pas tous à distance ou en télétravail, pouvoir retourner dans les lieux culturels. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais je crois que l'écrasante majorité des Français, elle était très loin des manifestations. Et il y avait encore une fois 6 fois plus de Français qui sont allés se faire vacciner dans la seule journée du samedi que ceux qui sont allés manifester et qui ont accepté de manifester derrière des slogans qui sont intolérables. Donc vous êtes sur le même registre que Gabriel Attal qui parle de franges capricieuses et défaitistes. Les mots sont durs à l'égard des manifestants. Il a raison d'avoir des mots durs à l'égard de celles et ceux qui foulent au pied en permanence la démocratie. Le simple fait de pouvoir hurler dans les rues de France que nous sommes en dictature est quand même plutôt la preuve que nous ne sommes pas tout à fait en dictature. Et donc on a quand même un vrai sujet sur la banalisation d'un certain nombre de termes, encore une fois, que ce soit des symboles aussi importants que celui de l'étoile de la Shoah. C'est-à-dire que tout le week-end, on a des personnes qui ont manié des symboles extrêmement puissants, volontairement pour inquiéter délibérément. On le voit sur les réseaux sociaux, avec des fake news qui n'ont cessé de se répandre. Oui. Cette histoire d'une enfant qui aurait pas voulu au départ se faire vacciner, puis qui y allait, qui serait décédée, qui a été diffusée des milliers de fois. Il y a aussi certains manifestants qui peuvent être inquiets de la vaccination. Mais je crois que les gens qui sont sincèrement inquiets de la vaccination, ils se tournent vers leurs médecins, ils se tournent vers le personnel soignant, ils se tournent vers des gens qui font référence sur ces sujets-là. Ils ne se tournent pas derrière des gens qui volontairement essayent d'agiter des peurs, d'agiter des fantasmes. Il y a des millions de personnes qui ont été déjà vaccinées en France, des milliards à travers la planète. On voit bien qu'encore une fois, le vaccin est la seule issue collective et individuelle que nous ayons à la crise. Lors de cette manifestation ce week-end, il y a une députée, Martine Vonner, qui a exhorté les manifestants à faire le siège des parlementaires, je cite, et à envahir leur permanence. C'est une ex-députée La République En Marche, membre ensuite du groupe Libertés et Territoires. Elle vient d'en être exclue. Est-ce qu'il faut qu'elle quitte son poste de députée ? Je crois que de toute façon, elle ne le ferait pas. Donc je ne vais pas le lui recommander. Mais ce qui est certain, c'est que les propos qu'elle a tenus sont des propos d'incitation à la haine, à la violence, à l'encontre de ses propres collègues, à l'encontre des parlementaires. Encore une fois, envahir une permanence parlementaire, beaucoup de parlementaires l'ont subi. Beaucoup de violence. On a des permanences, encore une d'un de mes collègues dans les Yvelines qui a été fracassée ce week-end. Il aurait tout à fait pu s'y trouver ou avec ses collaborateurs. Ça aurait pu être bien plus dramatique que ça n'a été. Et donc je crois qu'en tout cas, il y a un signalement qui va être fait par Richard Ferrand auprès du procureur de la République parce que c'est une incitation à la haine, c'est une incitation à la violence et son mandat de parlementaire ne peut pas la protéger d'une incitation aussi grave qu'elle a faite ce week-end. Alors, pour parler un peu de politique, est-ce que cette gestion de la crise sanitaire qui rattrape à nouveau le gouvernement fait que les réformes qui étaient prévues, peut-être, en tout cas celle des retraites par exemple, tout ça c'est terminé d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron, il n'y aura plus de place pour des réformes ? Je ne crois pas, au contraire. Je crois qu'on a à la fois la gestion d'une crise sanitaire inédite et qui évidemment mobilise d'abord parce qu'il s'agit de la vie des Français. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit abandonner des réformes sur lesquelles on a été élu. Quand vous parlez... Il dit tant qu'il y a une crise, il n'y aura pas de réforme des retraites. Or, elle est partie pour durer un petit peu, cette crise. Nous, on souhaite qu'elle soit évidemment la plus inscrite possible, c'est-à-dire encore une fois que les gens puissent se faire vacciner. Mais évidemment, tout ce qu'on disait sur le système des retraites aujourd'hui, sur le caractère injuste du système actuel, le caractère illisible, sur l'injustice aussi des régimes spéciaux de retraite, où personne ne comprend qu'un chauffeur de bus qui travaillerait dans le public versus celui du privé ne puisse pas avoir la même pension de retraite. Est-ce que ça a changé avec la crise sanitaire ? Pour un texte sur le sujet ou ce sera dans le budget éventuellement ? En tout cas, on verra. Moi, je ne peux pas vous répondre par avance puisqu'on ne sait pas aujourd'hui quel sera l'état de la crise sanitaire en septembre ou en octobre. Par contre, on a continué à réformer. On n'a pas arrêté les réformes parce qu'il y avait la crise sanitaire. Le projet de loi sur le climat, il a été adopté. On a d'ailleurs trouvé un accord avec le Sénat. Et quand on voit ce qui se passe en Allemagne ou en Belgique, on voyait bien l'urgence qu'il y avait à légiférer aussi sur une meilleure protection sur le climat et sur la biodiversité, par exemple. Un dernier mot sur la situation d'Éric Dupond-Moretti. Il est mis en examen dans l'enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Est-ce qu'il doit rester au gouvernement ? La gauche, notamment, demande sa démission pour des questions d'exemplarité. Est-ce que c'est tenable tel quel ? Oui,
parce que l'exemplarité, c'est aussi celle normalement des syndicats de la magistrature qui, au moment même de sa nomination, l'avaient qualifié de déclaration de guerre. Et ce qu'on dit de manière constante, et ce qu'a dit le président de la République, c'est que ce ne sont pas les syndicats de la magistrature qui doivent pouvoir choisir leur ministre. Et ce ministre est en exercice. Ce ministre a obtenu une augmentation sans précédent des budgets de la justice. Depuis 2017, on a augmenté 33% le budget de la justice. C'est ça qui devrait mobiliser aujourd'hui tous les syndicats de la magistrature, qui est plus de moyens pour que les Français croient à nouveau à l'institution judiciaire. Pas qu'on essaye de déstabiliser le gouvernement et qu'on fasse pression sur le président de la République pour changer son ministre. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venu nous voir sur LCI ce matin. Il est 8h45 précisément.